vous avez vu le titre de ma présentation, finalement, fait le lien avec des choses qui ont été dites avant. Hein. C'est ce qui vient d'être dit sur les milieux. Alors, le local comme milieu d'expérimentation et d'innovation, ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir sur des nouveaux modèles d'action en développement territorial. Maintenant, c'est quoi le développement territorial? C'est difficile, hein? Mais moi, je vais vous donner un exemple simple. On est ici dans un pôle, on peut dire ça, un campus de l'Université du Québec à Rimouski, à l'UQAR. L'Université du Québec à Rimouski a été créée, comme toutes les universités du Québec en région, et celle de Montréal, en 1969, dans une politique publique du gouvernement du Québec qui transcendait ce qui avait été et qui continuait d'être la Révolution tranquille, et qui pourtant n'était pas une politique régionale, ni territoriale. Mais pourtant, ça a été une des politiques qui a le plus influencé le développement du territoire et qui a été le plus positif pour le territoire. Et en plus de ça, l'UQAR se donne du pouvoir à un point tel qu'ils viennent faire la concurrence à l'Université Laval de l'autre côté du fleuve. Alors, comme quoi, non seulement ça habilite les personnes, les étudiants, les professeurs et les intellectuels à développer un modèle et un discours spécifique sur le développement, en plus de ça, ça donne du pouvoir politique. Ça, c'est la première chose que je voulais dire avant de commencer. Tu ne me comptes pas ce temps-là, parce que j'ai trois choses. La deuxième, c'est qu'on a parlé du GRIDEC. Et là, il faut que je dise que le GRIDEC a été mon premier emploi en 1980. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec Benoît Lévesque et Serge Côté à un projet de développement régional, finalement un projet de recherche en développement régional qui devait développer le GRIDEC. Et je crois que ça a eu un effet important puisque le GRIDEC est encore là et il tient un discours et des travaux sur le développement régional. La troisième remarque que je vais faire avant de commencer, et ça te revient, Yann. Yann nous a dit dans un message, il nous disait qu'est-ce qu'il voulait qu'on dise. Mais il nous a dit à la fin, dans tous les cas, faites-vous plaisir. Okay? Faites-vous plaisir. Faites ce qui vous fait plaisir. Alors moi, ce qui me fait plaisir, c'est justement vous présenter, si j'arrive, comment ça marche. Pourquoi ça ne marche pas? Hein? Mais c'est ça que j'ai fait. Mais c'est où le truc? Ah, voilà. Non, mais tu mets trop de... OK. Alors, ce qui me fait plaisir, c'est de vous proposer une perspective en développement de territoire où ce qui prime est la valeur d'usage. Moi, je vais mettre l'accent sur le changement de prisme à travers lequel on observe le développement et à travers lequel on observe les différents modèles et les modèles que nous pouvons proposer. Et le prisme que je veux utiliser est celui de la valeur d'usage. Et ce que je prétends, c'est que si la valeur d'usage des territoires essentielle, c'est que la vie s'y développe, alors le fait le plus important comme modèle, c'est de voir le territoire comme un milieu de vie où on peut travailler sur le bien commun et sur le bien-être collectif. Donc, plaçons la question dans un contexte que il faut, je pense que je dis rien de nouveau en disant que nous vivons dans un modèle de développement qui non seulement fait crise, mais en plus de ça, il ne contrôle plus la gestion de son développement. L'intelligence artificielle, le big data, la blockchain, les plateformes, l'ubérisation, tous ces éléments font en sorte que les grandes tendances du modèle de développement dominant ne sont plus contrôlables par les acteurs sociaux, par les acteurs publics, si bien que les modalités qu'on a développées pour s'inscrire
dans les dynamiques de croissance à partir d'une gestion du territoire, comme les clusters, les districts industriels, les milieux innovateurs, les systèmes productifs locaux, les systèmes d'innovation, le développement local et les modèles à 3 et 4X ne sont plus suffisants ni pertinents. Ce qui implique évidemment qu'il faut de nouveaux modèles d'action, des modèles d'action qui doivent procurer aux acteurs les capacités et les capabilities de transformer les bases du modèle qui ont provoqué leurs problèmes et leur déclin. Et il faut pour cela s'inspirer des expérimentations. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que les expérimentations, notamment les expérimentations citoyennes, sont la base des innovations sociales et des innovations socio-territoriales. On le sait, les innovations sont imprévisibles, particulièrement les innovations sociales. Nancy Nintam, qui est une collègue, disait on ne peut pas partir demain matin et dire on va faire un peu d'innovation sociale demain matin. On ne peut pas faire ça. Par contre, on peut parfaitement expérimenter et dire face à un problème, demain matin, on va expérimenter quelque chose. Alors, ce qui m'intéresse, moi, c'est les expérimentations comme base de l'innovation sociale et de l'innovation socio-territoriale. Bon, les expérimentations au Québec ont évolué depuis les années 60, comme le montrent ces photos qui sont un clin d'œil pour ceux qui connaissent la réalité québécoise. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'au départ, les expérimentations visaient la défense des acquis. La lutte contre la fermeture des villages, la lutte contre les fermetures d'usines, la lutte contre la perte d'emploi. En fait, la défense des acquis. Il y a une deuxième génération, comme Benoît l'a bien montré, qui met au centre des formes d'intervention à partir de la base et de l'action citoyenne et qui se décline en fait sous des formes qu'on pourrait appeler le tournant économique des mouvements sociaux. Et c'est traduit par des formes d'intervention partenariale. Et là, il y a tout le redéploiement de la nouvelle économie sociale, qui pour nous est ce qui pour les Européens, c'est essentiellement l'économie sociale et solidaire. Et aujourd'hui, et c'est là qu'on vient à ce que Benoît disait à la fin de son exposé, c'est qu'on est dans une situation où on doit repenser le modèle de développement et à partir des territoires, quel élément peut intervenir qui nous permet de repenser le modèle de développement? Alors, c'est la question des milieux de vie. Et dans la question des milieux de vie, il y a ce qu'on pourrait appeler le tournant communautaire de la culture, l'importance de la culture qui devient un élément très significatif dans les actions et les initiatives de développement territorial et des nouvelles formes d'habiter et de travailler et de faire les deux en même temps ou à la même place. Alors, nous avons étudié diverses expérimentations. Je ne vous ferai pas le coup de vous rendre compte de ces expérimentations. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elles nous révèlent, ces expérimentations. Alors, la première chose qu'elles nous révèlent, c'est que les nouvelles initiatives qui se mettent en place dans les milieux locaux favorisent le développement des capacités réflexives. C'est la question de la réflexivité, qui était inexistante avant. Hein. En fait, on réfléchissait, mais verbaliser la question de la réflexivité n'était pas un objectif qu'on retrouvait dans les expérimentations locales. Or, aujourd'hui, on favorise le développement des capacités réflexives qui mettent les collectivités en syntonie avec l'économie créative. Alors, l'économie créative basée sur les connaissances. Alors, la question de la connaissance devient un actif important pour les communautés locales. Deuxième chose, les expériences de développement de territoire combinent diverses facettes, ressources et acteurs. Donc, on n'a plus les expériences sectorielles comme nous avons eues, ou les expériences ciblées sur certains types d'acteurs ou sur certains types de ressources. Les expériences combinent l'ensemble des ressources et des acteurs. Les réalités locales résultent des trajectoires
historiques et institutionnelles différentes. Il n'y a donc pas de modèle unique à appliquer. Et là, c'est un constat important, c'est que la géographie compte, c'est-à-dire la géographie des lieux qui fait en place qu'on a des trajectoires spécifiques et que ces trajectoires spécifiques ne sont pas reproductibles. Et la dernière chose, c'est la question du leadership. Et je suis content que Serge ait parlé du leadership et de l'entrepreneuriat, parce que nous, ce qu'on découvre, c'est que le leadership qui est important, c'est le leadership individuel, mais partagé, et qui, par le fait qu'il est partagé, il est collectif dans la mesure où il s'inscrit dans des perspectives globales qui font en sorte que les différentes personnes qui assurent des fonctions interviennent collectivement. Alors, une gouvernance inclusive et un leadership partagé, incluant les organisations et les personnes concernées, sont des conditions pour assurer le développement, que le développement se fasse au profit de la collectivité. Alors, ça nous amène donc à un nouveau cadrage, qu'on pourrait dire, épistémologique. Et c'est le cadrage du paradigme de la transition qui associe les sphères sociétales et écologiques. L'hypothèse que je défends, c'est que les initiatives orientées vers les milieux de vie favorisent la convergence des sphères sociétales et écologiques parce qu'on ne peut pas vivre mieux sans avoir ces deux éléments, l'élément écologique et l'élément social. Donc, favorise la convergence de ces deux sphères et l'émergence d'alternatives sociétales. Et ça m'amène donc à vous proposer 3 sources pour ces cadrages épistémologiques, qu'on pourrait même voir comme une nouvelle vision ontologique, comme le disait, sans le dire, Benoît. Alors, il y a d'une part l'approche du buen vivir. Alors, moi, j'aime ça, parler du buen vivir, parce que c'est en espagnol, ça me permet de dire un mot en espagnol quand je parle. Alors, le buen vivir qui émerge dans les expérimentations en Amérique du Sud, qui redécouvre des choses qui s'étaient passées il y a longtemps, hein, et qui a été l'approche du buen vivir diffusée à l'échelle, on va dire, mondiale, par Boaventura de Sousa Santos, qui est un grand penseur portugais, qui a publié une série de travaux qui revoient la question épistémologique. Et le livre Épistémologie du Sud nous montre bien l'importance de concevoir le monde d'une façon qui n'est pas celle des secteurs et des organismes, des institutions dominantes. Alors, la deuxième perspective qui nous sert de base pour ces nouveaux cadrages épistémologiques, c'est la perspective des communs. Alors, on connaît les travaux d'Elinor Ostrom, revus et actualisés, voire élargis par des gens comme Dardot et Laval, et qui mettent l'accent sur la question des usagers. Alors là, on se rapproche du territoire, parce que si on a dit que l'usage du territoire, le principal usage du territoire, c'est qu'on y vit, bien alors la question du milieu de vie est importante. Donc, les usagers et les usages. Et la troisième source est celle de Catherine Jepson et Julie Graham, qui ont développé l'approche de la performativité et qui signifie qu'en développant des recherches, en travaillant avec les acteurs, on construit le possible. On peut construire le possible. Non seulement on peut le donner à voir, mais on peut le construire. Et on peut le construire aussi bien dans l'imaginaire que dans la réalité. Alors, ces 3 perspectives nous amènent à proposer un cadre avec, on fait intervenir la question de la nature, la question de l'humain, la question de la réciprocité, l'entraide et les interrelations, et la question des échanges. Comme de quoi, si on met l'accent sur la valeur d'usage, ça ne veut pas dire qu'on élimine la valeur d'échange, hein, mais ce qui prime, c'est la valeur d'usage. Alors, dans ces 4 éléments,
qui interagissent, les échanges et la réciprocité d'une part, et l'humanité et la nature d'autre part, on peut voir une première échelle d'intégration, c'est l'échelle communale, c'est l'échelle où on met en œuvre des formes d'habiter et des formes de travailler en interaction localement assises et gérées. Une deuxième échelle, qui est l'échelle régionale, alors là, on fait une certaine planification pour s'assurer qu'il y a une intégration minimale entre les différents services, entre les différentes formes de travail, entre les différents types de production. Une échelle nationale qui ne veut pas dire étatique, ne veut pas dire étatique, nationale, et cette échelle nationale est celle de la redistribution, essentiellement, mais aussi celle où on développe un récit qui relève en fait des mouvements sociaux. Et une échelle planétaire, je me suis servi du buen vivir, je me suis servi des travaux qui avaient été faits en Amérique du Sud. Alors la Pachamama, ça veut dire quelque chose, la Pachamama, c'est la planète. Alors ces 4 échelles nous montrent une chose très importante. La base, c'est la base communale. La base, c'est la base locale. Mais à partir de cette base locale, on peut imaginer un modèle qui s'intègre à divers niveaux à l'échelle planétaire. Ce qui nous place dans une conception du milieu local qui n'est pas une conception fermée, mais plutôt une conception de base d'une perspective d'innovation sociale et territoriale. Alors, comment agir une fois qu'on a dit ça? Si on fait ça dans un cours, les étudiants pourraient bien nous dire, et ils nous le disent, une fois qu'on a dit ça, mais on fait quoi? Okay? Qu'est-ce que c'est qu'on fait demain matin? On est engagé pour travailler avec des acteurs, on fait quoi? Alors, des pistes de réponses à cette question à partir des études empiriques qu'on a réalisées. La première chose, c'est travailler à des modèles d'action qui favorisent l'arrimage de dimensions politiques, sociales, économiques et environnementales. Intégrées. Et la deuxième, c'est travailler à mettre de l'avant la valeur d'usage du territoire en tant que milieu de vie, ce qui doit être au centre des actions de développement. Et pour faire cela, il faut intervenir dans le développement des capacités individuelles et collectives. C'est toute la question des capabilities, comme je l'ai dit au départ, mais capabilities dans le langage des scènes, ce sont les capacités individuelles. Moi, je suis en train de parler des capacités collectives. Deuxièmement, le rôle fondamental de la réflexivité et donc de favoriser le développement en interaction avec des acteurs et chercheurs et avec diverses formes d'intervenants de la connaissance et revoir la connaissance comme un actif intangible important pour le développement du territoire. Et troisièmement, appliquer une vision intégrée du développement, ce qui signifie un changement d'échelle, c'est-à-dire du local au global, comme Benoît l'a dit à la fin, du local au global, mais en même temps un changement de registre, c'est-à-dire l'action économique, l'action sociale, l'action culturelle. La question culturelle est extrêmement importante et l'action politique. Voilà, j'ai fini.